Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre nouveau podcast sur 8e étage. Cette semaine, notre journaliste Thibaut Sarrazin nous parlait de ces couples de femmes qui avaient recours à des donneurs pour avoir un enfant. Une insémination artisanale à l'aide de pipettes qui se fait bien souvent chez le donneur. Avec nous pour en parler aujourd'hui, Anne-Sophie Crosetti, doctorante en sociologie à l'Université libre de Bruxelles. Alors Anne-Sophie, bonjour. Bonjour. Tu as fait donc des travaux sur la question, hein, c'est bien pour ça que tu es invité à ce podcast. Tu as remarqué que je n'ai pas utilisé le terme de PMA, procréation médicalement assistée, pour décrire ce qui se passait dans l'article et ce, sur tes conseils. Alors explique-nous pourquoi, dans ce cas précis, le terme de PMA ne convient pas. Alors, en fait, ouais, le terme d'assistance médicale à la procréation, en fait, ça renvoie à deux choses. Ça renvoie, comme le nom le dit, à un encadrement médical et aussi à un encadrement légal. Donc, dans la PMA, il y a l'idée d'un encadrement qui est médical, qui existe depuis un moment. Voilà, le fait d'avoir recours à un médecin pour concevoir, c'est pas quelque chose de nouveau. Mais par contre, ce qui est nouveau, c'est, enfin nouveau, relativement nouveau, c'est que ça a finalement été encadré légalement. Donc via les lois bioéthiques. Donc le Code de la santé publique va réglementer ce qu'on appelle donc la PMA, la procréation médicalement assistée, et limiter les possibilités médicales. Donc cet encadrement légal régit à la fois la pratique médicale, ce que l'on peut faire ou ne pas faire, puisque en fait procréation médicalement assistée, ça veut dire beaucoup de choses. C'est pas juste une insémination. Il y a d'autres pratiques qu'on appelle procréation médicalement assistée. Donc par exemple, la GPA en France, c'est interdit. Mais aussi la gestation pour autrui, pardon. Oui, pardon, la GPA, oui. Mais aussi, on va aussi réglementer qui est-ce qui a le droit d'avoir recours à cette pratique. Donc en France, c'est assez clair, hein, c'est en gros un couple hétérosexuel, puisqu'en fait la PMA était pensée comme la réponse à une demande parentale d'un couple afin de remédier à une infertilité médicalement diagnostiquée. Et donc un couple aussi qui est en âge de procréer. Donc en fait, la procréation médicalement assistée, elle s'est un peu basée sur la nature, c'est-à-dire naturellement, qui est-ce qui pourrait procréer? C'est des couples hétérosexuels en âge de procréer. Donc voilà. On va préciser aussi qu'effectivement, donc c'est pas que les couples lesbiens qui sont exclus, c'est aussi toutes les femmes célibataires qui n'ont pas accès à la PMA. C'est ça, puisque en fait, on peut pas concevoir seul. Donc du coup, elles sont exclues. Donc ici, justement, utiliser le terme de PMA, c'est un peu ambigu parce que en fait, il n'y a pas de pratique médicale. En l'occurrence, il n'y a pas de recours à un médecin. On va pas dans un centre d'infertilité, et c'est pas non plus une pratique légale. Donc voilà, on peut parler comme tu l'as fait, d'insémination artisanale. Certains parlent aussi, quand on regarde plutôt du côté des donneurs, de dons sauvages. Et donc uniquement pour le cas des femmes qui là ont eu recours à ce don, et ensuite à une pipette où elles se sont un peu débrouillées. Voilà, c'était une sorte de bricolage. Par contre, le terme il est encore plus faux quand le donneur est l'une des femmes. S'accorde à avoir une relation sexuelle pour concevoir, puisque il y a rien d'une PMA en l'occurrence. Voilà. Oui, parce qu'effectivement, dans l'article, il y a certains donneurs qui proposent une relation. Charnel, voilà. Ouais. Voilà, c'est ça. Alors, du coup, qu'est-ce qui, dans l'article, dans ce que notre journaliste décrit dans cet article, qu'est-ce qui est illégal au final? Euh, alors, il n'y a rien d'illégal à ce que une personne qui a atteint la majorité sexuelle et qui est consentante ait une relation sexuelle avec une autre personne qui a atteint la majorité sexuelle et qui est consentante à avoir une relation sexuelle. Donc, quelle que soit l'identité de genre ou l'orientation sexuelle, ça n'est pas illégal. Euh, On peut penser d'ailleurs à Christine Boutin qui, au moment de la loi, enfin des débats autour de la loi pour le mariage homosexuel, disait on n'empêche pas les personnes homosexuelles de se marier, elles peuvent se marier avec une personne du sexe opposé. C'est un peu la même idée. Hein. Il n'y a rien qui empêche une personne, quel que soit son genre ou son orientation sexuelle, d'avoir une relation sexuelle avec quelqu'un d'autre. Donc ici, c'est un peu certaines femmes et des donneurs, donc on va les appeler donneurs puisqu'ils se définissent comme ça, choisissent cette façon pour concevoir l'enfant. Donc il n'y a rien d'illégal. Et d'ailleurs, ce qui est illégal par contre, c'est le don direct de gamètes, qu'il soit gratuit ou non. Mais ça, en l'occurrence, c'est illégal autant pour les personnes homosexuelles que les personnes hétérosexuelles. Donc du coup, on voit aussi que c'est pas uniquement les femmes qui sont illégales entre guillemets, qui ont une pratique illégale, mais aussi les donneurs.
Quelque part, c'est presque même plus les donneurs qui sont dans l'illégalité que les femmes, au final. Bah, je ne saurais pas dire qui est plus dans l'illégalité que l'autre, mais en tout cas, je pense que la loi régit ça et dit c'est interdit de donner des gamètes à titre gratuit ou non, mais en tout cas d'échanger des gamètes. Donc, je ne sais pas comment ça serait, voilà, comment est-ce qu'on… Cette interdiction, elle est générale, il n'y a pas de cas de figure précis, c'est vraiment général, quoi. Ok, c'est ça. Donc là, effectivement, dans l'article, l'illégalité, elle se situe plutôt à ce niveau-là, du coup. Alors, tu me parlais en amont, hein, quand on a préparé ce podcast, de différents cas de figure. Donc, on va en citer plusieurs. Par exemple, que se passe-t-il si le donneur reconnaît l'enfant? En fait, cette question-là, elle porte aussi sur l'intérêt d'un encadrement d'une pratique comme celle de la procréation médicalement assistée, puisque en fait, ce qui se passe quand on fait une PMA en France, une PMA légale, on va dire, en fait, c'est hyper balisé. Donc, ce qui va se passer, c'est que le donneur, lui, déjà, il va aller dans un CECO, c'est-à-dire un centre d'études et de conservation des œufs et du sperme humain. Il va signer un formulaire de consentement au don, ainsi que le mari de la mère qui va recevoir le don. Et en fait, ce consentement, il permet de dire que malgré le lien biologique entre le donneur et l'enfant à naître, le donneur reconnaît ne pas être le père de l'enfant et de son côté, le mari de la mère reconnaît être le père de l'enfant, bien qu'il n'ait pas de lien biologique avec cet enfant. Et donc, il y a aussi l'idée que… Ah oui, parce qu'il faut aussi rajouter que le donneur, pour donner en France légalement, il faut déjà être père d'au moins un enfant. D'accord. L'idée aussi, c'est de dire, voilà, tu as déjà ta famille, quoi, quelque part. C'est un peu, voilà, c'est pas dit comme ça dans la loi, mais voilà, c'est assez clair, on sait qui est la famille de qui. Ok, tu as ta famille, donc tu n'as pas besoin d'aller reconnaître celle-ci, entre guillemets, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, en l'occurrence, si le couple hétérosexuel qui demande à avoir recours à un don est marié, ça sera pas possible de toute façon. Mais donc, ici, la procédure, elle est du coup plus ambiguë, puisque, en fait, elle se fait en marge de la loi. Et le fait que ces femmes, qu'elles soient célibataires ou en couple avec une femme, ne sont pas encadrées dans le cadre d'une PMA, puisqu'elles ne sont pas accès à cette pratique, si le géniteur se dit finalement, moi je veux quand même une place dans la famille, dans la vie de cet enfant, qu'est-ce qui va l'empêcher de le faire? Puisqu'en l'occurrence, on voit dans l'article que c'est des hommes qui disent, moi je fais ça pour les aider. Alors je suis persuadée qu'il y a de la bienveillance, hein, mais en tout cas, qu'est-ce qui nous assure qu'ils vont pas vouloir avoir recours, reconnaître l'enfant? Est-ce qu'on est obligé de le croire sur parole quand il le dit? Et en fait, on a déjà eu des cas comme celui-là où une femme seule, célibataire, avait voulu faire un enfant seule et elle avait eu un parcours un peu comme décrit dans l'article. Et en fait, le donneur s'est dit, en fait, moi, je vais le reconnaître, c'est mon enfant. Et donc, il a été reconnaître l'enfant. Donc, ça se passe, voilà, comme ça se fait pour les couples hétérosexuels c'est le parcours classique, quoi. Et aujourd'hui, comme il n'y a pas d'encadrement légal, on ne prend pas en charge les demandes des femmes qui souhaitent faire un enfant seul ou des femmes en couple de même sexe. Et donc, elles ne sont pas protégées, elles peuvent se retrouver dans des situations qui sont quand même compliquées à gérer. Et elles peuvent rien faire si l'homme décide d'aller reconnaître, en fait. À l'occurrence, je vois pas trop ce qu'elles pourraient faire. Je suppose qu'elles peuvent essayer d'intenter je sais pas ce qu'elles peuvent faire, vu que de toute façon, en plus, c'est assumé qu'elles ont eu recours à un don illégal. Enfin, c'est compliqué. Et donc, sachant aussi que si la personne, l'homme reconnaît l'enfant, il a du coup l'autorité parentale. Et donc, dans le cas des couples de femmes, donc la mère qui ne partage pas de lien biologique avec l'enfant à naître, quand bien même elle l'a voulu avec sa partenaire, elle pourra jamais devenir légalement parent de l'enfant, puisque il y a déjà quelqu'un qui a cette place-là, quoi, et qu'on a deux parents. Donc voilà. D'accord. Et d'ailleurs, cette démarche pour reconnaître l'enfant, elle peut être faite à n'importe quel moment. Est-ce qu'il y a une date limite, on va dire? Comment ça se passe? Pour les couples de femmes ou pour… Pour le donneur, s'il décide d'aller reconnaître finalement l'enfant alors qu'il… Je sais qu'en France, on peut déjà reconnaître avant la naissance. Donc, dans le cas de l'histoire de cette femme que je citais, en fait, c'est ce qui s'est passé. Il a été reconnaître l'enfant avant la naissance, en fait. Et donc, du coup, dès lors que l'enfant est né, on l'a appelé, en fait, en lui disant votre enfant est né. Alors qu'en fait, la mère ne souhaitait pas
ne souhaitait pas partager d'autorité parentale avec cette personne qu'elle considérait comme étant un donneur. D'accord. Et après la naissance, on a une idée de combien de temps il a pour reconnaître l'enfant s'il veut le faire? Pas du tout après la naissance, non, ça je ne saurais pas te dire. Mais enfin, après la naissance, c'est aussi possible de toute façon. Oui, ouais. Ça de toute façon. Donc voilà, tout ça repose effectivement sur la bonne foi du donneur quelque part. C'est ça, ouais. Et donc tout l'intérêt d'un encadrement légal en fait, pour éviter ce type de situation, un encadrement légal qui existe déjà pour les couples hétérosexuels, pour éviter ces situations-là. D'accord. Alors, autre cas de figure, justement, la partenaire de la mère, est-ce qu'elle, elle peut reconnaître l'enfant? Si, du coup, le donneur ne l'a pas fait. En fait, elle ne peut pas reconnaître l'enfant comme le ferait le mari de la mère d'un enfant. Mais depuis la loi Taubira 2013, une femme mariée à une autre femme peut adopter l'enfant de son épouse. Reconnaissance en tant que telle, parce que si on compare ça à la parenté chez les couples hétérosexuels, c'est différent. En fait, le mari de la mère va devenir père par deux procédés. Donc, on va soit présumer que le mari de la mère, c'est pour ça que je parle du mari de la mère, on va présumer qu'il est le père de l'enfant qui vient de naître. Et donc, par reconnaissance volontaire, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la reconnaissance, dans les cas des couples non mariés. Le père, il devient donc le père parce qu'il a reconnu, donc c'est toujours un processus qui est social, parce qu'il est légal. Et c'est jamais biologique, même si ça peut l'être, c'est-à-dire qu'il peut être le père biologique de l'enfant, mais c'est pas comme ça que va fonctionner c'est pas comme ça qu'on va décider qui est le père de l'enfant. D'accord. Voilà. À l'inverse, la mère, elle est toujours biologique. Ça par le droit, puisqu'en fait, il y a un peu une évidence du fait biologique, c'est qu'une femme qui accouche est mère. Ce qui est aussi en train de changer, puisque avec la gestation pour autrui, une femme qui accouche n'est plus forcément la mère de l'enfant, en tout cas du point de vue génétique. Dans le cas des couples de femmes, il n'y a aucune de ces deux procédures qui est possible. Alors, pour que la compagne de la mère biologique devienne la mère de l'enfant et qu'elle soit reconnue légalement comme telle, il y a plusieurs conditions. Donc déjà, le couple doit être marié. Il n'y a aucun lien de filiation qui va être établi sans le mariage. Donc c'est déjà une première différence avec les couples hétérosexuels. Et ensuite, la mère qu'on peut appeler la mère non statutaire, c'est-à-dire c'est la mère qui en gros assume le rôle de parent, donc elle a le rôle effectif de parent. Elle s'occupe de l'enfant comme un parent sans en avoir le rôle légal, le titre officiel, on va dire. Et donc, il va y avoir une procédure d'adoption. Donc, elle est assez invasive. Donc, il faut monter un dossier de pièces justifiant que la compagne de la mère joue effectivement le rôle de parent, un peu que c'est une bonne mère. Il va y avoir un entretien à la gendarmerie, une visite de la maison par les autorités, un jugement au tribunal de grande instance. Des différences qui sont assez conséquentes, quoi. Et puis, c'est surtout, c'est long, c'est invasif. Et puis ça n'aboutit pas nécessairement en fait. Bon, alors dans la majorité des cas, ça aboutit, mais il y a eu des cas où ça n'a pas abouti. On savait les raisons pour lesquelles ça n'aboutissait pas? En fait, c'est parce que déjà quand on fait cette demande, on demande forcément comment vous l'avez fait l'enfant. Et du coup, soit il faut dire je suis allée à l'étranger faire une procréation médicalement assistée. Et ça, aujourd'hui, en France, c'est un peu un vide juridique. Donc, en fait, on ne sait pas si c'est légal ou illégal. Et donc, il suffit qu'il y ait un juge qui soit un petit peu zélé et qui se dise, non, c'est illégal. Et du coup, il va refuser cette adoption, ce qui a déjà été le cas, en fait. Du coup, on va revenir un petit peu sur le cadre légal de la PMA. T'en parlais un petit peu tout à l'heure. Donc, l'autorisation d'accès à la PMA est censée être étendue à toutes les femmes célibataires et les couples de femmes, donc dans le cadre de la révision de la loi de la bioéthique, de la loi de bioéthique, pardon. Alors le comité d'éthique s'est dit favorable en juin. En général, quand le comité d'éthique se dit favorable à propos de quelque chose, ça suit derrière, mais bon, après on ne sait jamais. Donc ça doit se faire à partir de 2018, cette révision de la loi de bioéthique. En tout cas, donc le gouvernement a promis cette extension. Donc on va partir de l'hypothèse où ça va se passer effectivement comme ça. Est-ce que du coup, si ça passe, voilà, la PMA est ouverte à toutes les femmes, ces femmes célibataires, couples hétérosexuels, couples lesbiens. Est-ce qu'on doit vraiment considérer du coup que la question est réglée ?
Et ben, en fait, ça va dépendre de ce qu'on va changer dans ces lois-là. Donc, imaginons déjà, on va ouvrir la PMA pour les couples de femmes et les femmes célibataires. Donc, ça va changer quelque chose concrètement, c'est que déjà, elles vont plus normalement avoir besoin d'avoir recours à des pratiques clandestines comme dépeint par l'article. Donc ça, c'est quand même un changement qui est important. Et puis pour celles qui décidaient d'aller à l'étranger, c'est aussi un changement. C'est-à-dire, on n'a plus besoin d'aller à l'étranger pour le faire. Enfin, c'est ce qui est quand même assez coûteux. C'est pas remboursé. Enfin voilà, on parlait des bébés Thalys à un moment donné pour parler de ces femmes qui justement prenaient le train pour aller en Belgique pour faire ça. Donc c'était de l'argent. Et puis surtout, c'est dès la femme ovule, il faut qu'elle parte à l'hôpital pour faire la fécondation in vitro. Du coup, il faut y aller. Enfin, c'est quand même que ce soit pour les couples hétérosexuels ou homosexuels, c'est un processus qui est long et c'est compliqué. Mais là, en l'occurrence, ça sera plus simple si elles peuvent le faire en France. Donc ça, si on ouvre la PMA, ça va changer, c'est sûr. Et puis aussi, ce qui va changer, et ce qui, à mon avis, plutôt bien, c'est que on voyait aussi dans l'article, c'est que du coup, on avait des donneurs qui disaient, moi, je donne à tel ou tel parce que elle me plaît bien, ou elle, je voyais qu'elle buvait trop, alors si elle boit trop, je lui donne pas. Donc, ce que je dis, c'est pas que, évidemment, on s'en fout qu'une mère boit pendant qu'elle est enceinte. Ce que je dis, c'est qu'en tout cas, c'est pas un donneur qui doit décider de manière arbitraire à qui il doit donner ou pas son sperme. Donc ça va être évité. Ce sera plus l'arbitraire de quelqu'un. Mais ensuite, la seule modification de la cadre de la PMA, même si elle va faciliter la vie des femmes, et en fait, il faut changer aussi la loi sur la filiation. Donc, comme vous voyez, il y a aussi l'encadrement de qui devient parent. Et donc, si on ne change pas la loi sur la filiation, si on change uniquement l'accès à la PMA, alors le problème de l'adoption dont je parlais tout à l'heure, donc ce processus qui est un peu long, en fait, ne va pas changer. Donc, du coup, il faudrait aussi changer ça. Et puis, c'est aussi, et puis en fait, on peut, par exemple, regarder ce qui se fait à l'international. Par exemple, en Espagne, il y a une alternative à la présomption de paternité, donc l'idée que le mari de la mère devienne le père de l'enfant. Donc, ils ont appelé ça la comaternité, où l'épouse de la mère va devenir mère parce qu'elles sont mariées et qu'elles ont dans le parcours PMA. Au Québec, par exemple, il y a une présomption de parentalité, donc qui remplace la présomption de paternité. Donc l'idée, c'est d'ouvrir à tout le monde, quelle que soit l'orientation sexuelle ou la structure du couple. Donc qui est plus une présomption de maternité parce qu'en fait, c'est surtout pour les femmes plutôt que pour les couples d'hommes. Donc c'est pas non plus parfait en Espagne et au Canada, mais en tout cas, on voit que le droit peut évoluer en tout cas sur la filiation et comment on pense la filiation. Et donc, c'est moins lourd que ce processus d'adoption dont tu parlais. C'est ça, et puis en gros, c'est aussi de dire, voilà, on devient parent, c'est un choix de devenir parent, c'est un projet, c'est social, ça n'est pas juste biologique ou naturel. C'est aussi penser que le droit n'est pas là pour copier la nature, mais aussi pour organiser la vie sociale. Et donc voilà, on voit qu'on peut le faire changer. Donc si on ne change pas le droit et qu'on ouvre uniquement la PMA, c'est déjà bien, mais c'est pas assez. Voilà. D'accord. Ok, donc là, ça sera la grosse question qu'il faudra peut-être soulever à ce moment-là. Ensuite, effectivement, une autre question qui risque d'être soulevée si la PMA est étendue à toutes les femmes et aux couples de femmes, c'est la question donc, de la GPA dont tu parlais tout à l'heure, la gestation pour autrui. Donc là, on va plus se pencher sur la question des couples d'hommes. Est-ce que du coup, avec une ouverture de la PMA, on a une chance de voir la question de la GPA à nouveau débattue? Alors, moi, à mon sens, ils vont pas ouvrir ou parler de la GPA. En fait, j'ai plus la sensation que la GPA soit à la PMA pour ceux qui sont contre et la PMA et la GPA. Donc, on peut penser à la Manif pour tous, par exemple. Donc, en gros, où l'idée, c'est de dire que la PMA, c'est la porte ouverte à la GPA. Donc, si on ouvre la PMA, la GPA va suivre. Du côté de ceux qui sont plutôt pour une ouverture de la GPA, le problème, il est compliqué. Par exemple, je sais que Marlène
Schiappa, qui est la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les hommes et les femmes, qui est celle qui a dit que la PMA serait ouverte à l'automne 2018. Elle a aussi dit clairement qu'on allait s'arrêter à la PMA et qu'on n'allait pas l'ouvrir à la GPA. Et je pense qu'il y a en effet des mouvements qui vont peut-être profiter du fait qu'on parle de la PMA pour essayer de mettre le sujet de la GPA à l'agenda, quoi. Mais à mon avis, c'est plus une question de reconnaissance des situations qui sont vécues par les familles, des familles qui sont composées d'ailleurs de couples homosexuels et hétérosexuels. Ça ne concerne pas que les couples d'hommes, la GPA, pour sécuriser l'enfant, parce qu'en fait, l'enfant est pas spécialement, il n'est pas reconnu toujours. Donc ça pose vraiment des gros problèmes, la GPA en France. Donc c'est par exemple le cas de l'inter-LGBT en France qui un petit peu tous les questionnements et les problématiques liées à la communauté LGBT. Mais le problème de la GPA, c'est qu'elle fait sans doute moins consensus que la PMA, même si la PMA divise encore un petit peu, mais la GPA, elle fait encore moins consensus, que ce soit dans les mouvements féministes, les mouvements LGBT, bon, au gouvernement évidemment. Voilà, parce qu'en fait, elle pose des questions qui sont différentes de la PMA. Il y a des questions économiques, c'est-à-dire est-ce qu'il faut payer ou pas une femme pour qu'elle porte des enfants qui ne sont pas les leurs. Il y a des questions féministes, la question de l'instrumentalisation du corps des femmes. On demande à une femme de porter l'enfant soit de deux hommes, soit d'un autre couple. On a des questions qu'on va dire raciales et postcoloniales, on va les appeler comme ça. C'est-à-dire la question du tourisme reproductif. C'est-à-dire parce que en fait souvent la GPA, comme elle est interdite, et d'ailleurs elle est illégale aussi, illégale en France de la pratiquer à l'étranger, mais il y a beaucoup de personnes qui vont par exemple en Inde pour avoir recours à une GPA parce que c'est moins cher. Enfin, il y a plein de questions comme ça et ça pose aussi problème. Et puis la question du droit, c'est-à-dire est-ce que on a un droit à l'enfant ou est-ce que l'enfant a des droits, est-ce qu'on doit reconnaître les cas qui existent déjà, puisqu'il y a déjà des cas de GPA en France. Voilà, du coup, la GPA, elle fait déjà parler d'elle en un sens, et il ne faut pas attendre automne 2018, elle fait déjà parler d'elle. On a des jugements en attente, que ce soit pour des couples hétéros ou homos. Mais voilà, mais c'est quand même beaucoup plus compliqué que la PMA. Et puis la France, elle reconnaît, elle a vraiment du mal à reconnaître les parents d'intention, en tout cas dans des enfants nés d'une GPA. Elle s'est déjà fait pointer du doigt par la Cour européenne des droits de l'homme parce que justement, il n'y a pas cette reconnaissance. Et de la GPA, il faudra changer aussi, non pas que l'encadrement médical, mais aussi toute la façon d'envisager la parenté en France. Donc, ce que je disais tout à l'heure, l'idée que la mère qui accouche la femme qui accouche, est la mère d'un enfant, il faudrait revoir tout ça en fait. Oui, parce que là, dans le cas de la GPA, c'est pas nécessairement le cas, en tout cas de manière génétique. C'est ça. Et alors, par exemple, en Angleterre, la GPA est autorisée, donc elle doit être gratuite. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la femme qui accouche, même si elle n'a pas de lien biologique avec l'enfant, va devenir la mère de l'enfant dès la naissance. Et donc, en fait, ils ont gardé l'idée de la mère, elle est toujours certaine, quoi. La mère est biologique. Et les parents, même si les deux parents ont un lien biologique avec l'enfant, vont devoir adopter leur propre enfant. Donc, on voit que la GPA, elle pose vraiment beaucoup de problèmes sur plein de niveaux. Donc, du coup, voilà, moi, j'ai du mal à imaginer qu'elle soit ouverte en automne 2018, j'ai un peu de mal à l'imaginer. Et puis, de toute façon, au gouvernement, c'est pas ce qu'ils ont dit qu'ils feraient, quoi. Déjà que la PMA, ils sont pas trop sûrs, donc voilà. Et alors, tu disais justement qu'il y avait un gros problème au niveau de la reconnaissance de ces enfants. Concrètement, qu'est-ce qui leur arrive finalement à ces enfants qui existent déjà en France à la suite d'une GPA? Est-ce qu'ils sont quand même finis par être reconnus? Quel est leur statut au final? Mais ça dépend en fait. C'est pour ça que c'est un peu au cas par cas. Et puis je sais que cet été, il y a eu une reconnaissance. Donc il y a eu je crois que c'était une adoption simple de l'enfant du partenaire d'un homme. Donc c'était un couple d'hommes. L'un des deux avait effectivement un lien biologique avec l'enfant, l'autre non. Ils avaient voulu l'enfant à deux. Ils avaient eu recours à une GPA à l'étranger. Et finalement, ils ont statué sur il va l'adopter. Il a adopté l'enfant. Donc ça a été reconnu. En fait, ce qui est compliqué, c'est les inscrire. Enfin, il y a tout ça. C'est-à-dire qui sont les parents. On a du mal à penser qui est vraiment les parents. Enfin, qui sont les parents de l'enfant. Il y a le fait qu'on est allé faire ça à l'étranger.
Il y a le fait aussi que c'est illégal en France d'avoir recours à la GPA, même à l'étranger. Donc, du coup, si on dit oui, à un moment donné, c'est un peu une fenêtre d'opportunité. Tout le monde va vouloir s'y engouffrer. Enfin, tout le monde, il n'y a pas non plus énormément de cas de GPA, mais voilà, du coup, c'est ça qui pose problème, quoi. Ok, alors là pour Voilà. le cas, on va rester sur le cas des couples d'hommes. Du coup, quelle autre solution existe pour ces couples? Est-ce qu'elles sont forcément illégales? Comment ça se passe du coup? Alors, pour les couples d'hommes, la GPA qui est donc illégale, ils peuvent aussi adopter, c'est-à-dire une adoption mais qui était déjà légale avant la loi Taubira. Mais en fait, dans les faits, se faisait assez rarement parce qu'on donnait pas beaucoup d'agréments aux couples homosexuels. Et après, ce qui existe aussi, c'est les coparentalités. Donc, la coparentalité qui est légale, c'est-à-dire, voilà, je vais faire un enfant avec une personne. On va tous les deux être les parents légaux de l'enfant. Mais en fait, il y a une dissociation entre le couple conjugal et le couple parental. C'est-à-dire, je fais un enfant avec une personne avec qui je n'ai pas une relation conjugale. On l'élève ensemble. Mais du coup, le problème là-dedans, c'est que du coup, le partenaire du parent ne pourra jamais reconnaître l'enfant comme étant le sien, en fait, parce qu'il a déjà deux parents. Ouais. Voilà. Donc c'est Oh, aussi pour ça que la GPA est vue comme une revendication pour les couples d'hommes, parce qu'en fait, s'ils veulent faire un enfant que à deux, bah, c'est plus compliqué. c'est un des seuls moyens entre guillemets qu'ils auraient pour être vraiment. Parce qu'au niveau de l'adoption, tu disais il n'y a pas beaucoup d'agréments depuis la loi Taubira. Est-ce que ça a beaucoup changé ou pas trop? Mais je sais pas ça, parce qu'ils n'ont pas fait de, enfin, il y a pas de, je pense qu'il n'y a pas d'étude encore qui est fait là-dessus. Faudrait regarder, ça serait intéressant de savoir si ça a changé quelque chose, en tout cas dans la représentation du fait que des personnes homosexuelles peuvent élever des enfants, parce que c'est aussi ça qui est en jeu, c'est-à-dire on donne un enfant, on accepte qu'un couple ait un enfant parce qu'on pense qu'il va être un bon parent. Donc ça dit aussi quelque chose du fait qu'on leur refuse l'agrément. Oui, effectivement. Bon, en tout cas, on va déjà attendre de voir en 2018 si la PMA est réellement étendue comme le gouvernement l'a promis. Et puis, bon, effectivement, la conclusion, ça reste qu'il y a beaucoup de choses à faire et encore pas mal de chemin à parcourir pour le coup. C'est ça. Ben, merci beaucoup, Anne-Sophie, du coup, de nous avoir expliqué tout ça, d'avoir pris le temps de nous expliquer un peu tous les cas de figure, et puis aussi bah, la loi, comment elle fonctionne, et puis bah, qu'est-ce qu'il faut aussi retravailler, parce que c'est pas tout, comme tu disais, d'ouvrir la PMA, il y a d'autres choses qu'il faut revoir à côté, pour le coup. C'est ça. Ben, merci beaucoup. Au revoir. Et donc à tous nos internautes, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur 8e étage. Et je vous rappelle que si vous voulez consulter donc ce long reportage, il suffit de cliquer sur le lien dans la description du podcast. À la semaine prochaine.